L'or change de camp au Burkina Faso et les contrats basculent brutalement. Des audits systématiques, une nationalisation partielle assumée et la récupération d'arriérés fiscaux déplacent la valeur vers l'État, affichent 18 milliards de dollars de recettes, maintiennent une production stable, puis annoncent une hausse malgré le scepticisme des marchés et la crainte d'un désinvestissement initialement évoqué dans les analyses publiques et les débats régionaux au cœur du Sahel contemporain en mutation. Que signifie ce virage pour vous, avec Ibrahim Traoré aux commandes désormais? Le Sahel observe, prêt à imiter demain. Cette séquence promet une chose précise: comprendre ce que ces chiffres changent réellement et pour qui. Le bénéfice est clair. Lire les données pour juger la solidité du tournant. Il ne s'agit pas d'un récit idéologique, mais d'un test de cohérence entre décisions, résultats annoncés et effets mesurables dans le temps. Derrière les 18 milliards de dollars mis en avant, une question domine. S'agit-il d'un pic conjoncturel ou d'un nouvel équilibre durable? Le cœur de l'enjeu réside dans l'articulation entre souveraineté économique et stabilité macroéconomique, deux objectifs souvent présentés comme incompatibles. Cette histoire engage des intérêts multiples. L'État cherche à renforcer sa capacité budgétaire et son autorité réglementaire. Les entreprises évaluent un cadre devenu plus exigeant, parfois plus lisible. Les citoyens, eux, attendent que la valeur récupérée se traduise en services publics tangibles. Enfin, la région observe si ce modèle peut être reproduit sans provoquer de rupture économique. Le pari est risqué, mais il est désormais mesurable. Les chiffres servent de boussole, non de conclusion. Reste à savoir si cette trajectoire peut tenir sous pression ou si elle révèle rapidement ses limites structurelles. Un chiffre a surpris les observateurs dès les premières annonces: 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or sur une année. Dans le même temps, contrairement aux prévisions pessimistes, la production déclarée ne s'est pas effondrée. Elle est restée stable avant qu'une hausse ne soit revendiquée l'année suivante. Ce mini-révélateur permet de refermer la première question posée plus tôt. Le tournant n'a pas immédiatement cassé la machine productive. Il sert surtout de point d'entrée pour comprendre la nature du basculement engagé sous Ibrahim Traoré. Pendant des décennies, l'or burkinabé suivait une trajectoire presque mécanique. Concessions accordées à des groupes étrangers, exportations massives, retombées locales limitées et dépendance structurelle aux financements extérieurs. La valeur quittait le territoire plus vite qu'elle n'y circulait. La rupture n'a pourtant pas pris la forme d'un affrontement spectaculaire ou d'une fermeture brutale. Elle s'est construite par une série de décisions administratives et comptables, souvent peu visibles, qui ont déplacé le centre de gravité du secteur. La nationalisation partielle des mines a redéfini les termes du contrat sans exclure les acteurs extérieurs. Les audits systématiques des concessions ont introduit un nouveau rapport de force, fondé sur la vérification plutôt que sur la négociation abstraite. Sous Ibrahim Traoré, cette méthode est présentée comme une arithmétique souveraine. Le principe est simple: compter précisément ce qui est extrait, ce qui est déclaré et ce qui est dû avant toute discussion sur les partenariats. Les audits ont mis en lumière des volumes sous-déclarés et des coûts artificiellement gonflés, ouvrant la voie à la récupération d'arriérés fiscaux accumulés sur plusieurs années. Dans ce cadre, l'or cesse d'être un simple produit d'exportation pour devenir un instrument de pilotage économique. Le contexte régional rend ce choix plus délicat. Le Sahel est marqué par l'instabilité politique et les pressions sécuritaires, ce qui accentue le risque perçu par les marchés. Pourtant, la stabilité initiale de la production a brouillé les anticipations. Elle a déplacé le débat, non plus savoir si l'économie allait s'effondrer immédiatement, mais si cette méthode peut produire des effets durables. La question centrale se reformule alors clairement: ces chiffres signalent-ils un changement de rapport de force réel, ou seulement une parenthèse favorable? Le premier personnage qui permet de lire ce tournant n'est pas une figure politique, mais l'administration elle-même. Longtemps perçue comme faible face aux multinationales minières, elle devient un acteur central à partir du lancement des audits après la nationalisation partielle. Des équipes locales sont chargées de passer au crible concessions, volumes déclarés et régimes fiscaux. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. L'État ne se contente plus d'acter des chiffres, il les vérifie. Un second repère apparaît sur le terrain. Dans des zones rurales,
longtemps marginalisés par l'exploitation industrielle. Des projets miniers de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont mis en avant comme relais de croissance locale. Ils ne rivalisent pas avec les grandes mines en volume, mais ils servent de vitrine politique. Emplois annoncés, recettes fiscales mieux identifiées, promesse d'un lien plus direct entre extraction et services publics. La réforme cherche à produire des effets visibles, même limités. Ces deux trajectoires illustrent la méthode impulsée sous Ibrahim Traoré. Plutôt qu'un choc frontal avec les acteurs étrangers, la stratégie privilégie des leviers administratifs et comptables censés produire des effets rapides sans rupture brutale. Cette approche explique pourquoi les premiers mois ont surtout livré des signaux, plus que des transformations structurelles achevées. L'impact précoce reste donc ambigu. D'un côté, des audits et des chiffres qui renforcent la crédibilité de l'État. De l'autre, une dépendance persistante à un secteur unique et des résultats encore fragiles. Le point clé tient en peu de mots, un signal politique n'est pas encore une fondation solide. Avant le basculement, la mécanique semblait figée, l'or était extrait. Les contrats tenaient et la valeur quittait le territoire plus vite qu'elle ne s'y déposait. Les concessions accordées à des groupes étrangers structuraient le secteur, tandis que l'État restait cantonné à un rôle de percepteur partiel, dépendant de déclarations qu'il contrôlait peu. Dans ce cadre, la souveraineté économique existait surtout dans le discours, rarement dans les lignes comptables. La dépendance aux financements extérieurs prolongeait cette logique en réduisant la marge de manœuvre budgétaire. Le déclencheur n'a pas pris la forme d'une rupture spectaculaire, pas de fermeture brutale, pas d'expropriation totale. La décision politique assume une inflexion de méthode. Sous Ibrahim Traoré, la nationalisation partielle des principales mines est présentée comme un tournant stratégique, non comme un geste de confrontation. L'objectif affiché est clair, reprendre une part du contrôle sans bloquer l'activité. Le message adressé aux acteurs du secteur est précis, les règles changent, mais le jeu continue. Et c'est là que l'accélération commence. Des audits nationaux des concessions minières sont lancés. Ils passent au crible volumes extraits, coûts déclarés et régimes fiscaux appliqués. Ce travail, essentiellement administratif et comptable, agit comme un projecteur sur des zones longtemps opaques. Les résultats ne sont pas immédiatement visibles dans la production, mais ils modifient le rapport de force. Des sous-déclarations sont identifiées, des coûts artificiellement gonflés sont relevés, la récupération d'arriérés fiscaux est présentée comme la correction d'années de pertes accumulées. Dans cette séquence, la souveraineté commence par la vérification. Puis, un point culminant apparaît à travers les chiffres. Les recettes d'exportation issues de l'or sont annoncées à 18 milliards de dollars sur une année. Le chiffre circule rapidement. Il est utilisé comme preuve d'un basculement et comme signal adressé au marché. Pourtant, la réaction initiale reste prudente. Des analystes évoquent un risque de désinvestissement. Des entreprises minières ils parlent d'incertitude juridique. La crainte d'un choc négatif sur l'activité s'installe brièvement dans le débat public. Et la réponse arrive presque aussitôt. La production ne s'effondre pas, elle se maintient. Cette stabilité, dans un contexte politique et sécuritaire tendu, contredit les scénarios les plus pessimistes. Elle devient un argument central du récit officiel. Sous Ibrahim Traoré, la réforme est présentée comme compatible avec la continuité productive, du moins à court terme. L'idée s'installe que le contrôle accru ne signifie pas nécessairement paralysie. Peu à peu, des effets secondaires commencent à se dessiner. Les autorités mettent en avant une réaffectation des recettes récupérées vers des projets d'infrastructure, notamment dans la santé et l'éducation. Dans les zones rurales, des projets miniers de plus petite taille sont présentés comme créateurs d'emplois et comme leviers de dynamisation locale. Ces initiatives restent limitées, mais elles alimentent le récit d'un lien retrouvé entre extraction et intérêt public. Pour autant, la séquence n'est pas close. Elle laisse une question en suspens. Si cette méthode a produit des résultats rapides, peut-elle résister à l'épreuve du temps et des pressions extérieures ? La base était une captation limitée et opaque, le delta revendiqué est une valeur recomptée et récupérée. Cette bascule se lit à travers 3 mesures clés utilisées par les autorités comme preuve de méthode plutôt que comme trophée isolé. Elles structurent l'argument central. La souveraineté serait mesurable avant d'être proclamée. D'abord, le chiffre le plus cité,
18 milliards de dollars de recettes d'exportation issues de l'or sur une année. Le chiffre sert de référence parce qu'il marque une rupture avec les exercices précédents, sans être présenté comme un simple effet d'aubaine. Les autorités expliquent qu'il résulte moins d'un boom conjoncturel que d'un changement de comptabilité, rendu possible par la révision contractuelle et les audits fiscaux. Autrement dit, la valeur aurait toujours existé, mais elle échappait en partie à l'État. Il signale une captation étatique accrue sans effondrement immédiat des flux. Cette première mesure appelle une lecture prudente. Elle n'efface ni les risques macroéconomiques, ni les tensions avec certains investisseurs. Elle sert surtout à établir un point de comparaison, un avant et un après, autour duquel s'organise le débat. Sous Ibrahim Traoré, l'argument n'est pas que tout va mieux, mais que les écarts deviennent visibles et donc discutables. Ensuite, la production annoncée à 70 tonnes l'année suivante, soit plus 120%. Elle intervient après une phase de stabilité qui avait déjà surpris les observateurs. Cette progression est utilisée pour répondre à la critique la plus immédiate. La reprise de contrôle ferait chuter l'activité. Le discours officiel insiste sur une interprétation précise. La hausse ne serait pas due à une intensification brutale de l'extraction, mais à la réduction des volumes sous-déclarés et à une meilleure supervision des opérations existantes. La hausse reflète surtout une meilleure déclaration plutôt qu'une extraction accrue. Cette nuance est centrale. Elle permet de soutenir que la productivité apparente augmente sans exiger des investissements massifs immédiats ni une pression supplémentaire sur les sites miniers. Les sceptiques rappellent que ces chiffres sont récents et devront être consolidés. Les défenseurs rétorquent que la stabilité initiale, dans un contexte sécuritaire tendu, constituait déjà un test réussi. Enfin, un troisième indicateur est évoqué. Plus 15% d'investissement dans les infrastructures locales, mentionné par la Banque centrale. Ce chiffre est présenté comme un effet indirect mais stratégique de la réforme. Il vise à montrer que la valeur récupérée ne reste pas abstraite, mais qu'elle alimente des circuits budgétaires identifiables, notamment dans la santé, l'éducation et certaines infrastructures de base. Le redéploiement suggère un circuit budgétaire plus court et plus traçable. Cette troisième donnée déplace le débat. Elle relie la réforme minière à des usages concrets des recettes, sans promettre une transformation immédiate du quotidien. Elle sert surtout à tester la cohérence du modèle. Si la souveraineté se mesure, elle doit aussi se redistribuer. Pris ensemble, ces trois indicateurs composent un raisonnement plutôt qu'une démonstration définitive. Ils montrent une trajectoire, pas une garantie. Sous Ibrahim Traoré, les chiffres deviennent des instruments politiques au sens strict, des outils pour cadrer la discussion, répondre aux critiques et poser des conditions de durabilité. La question reste ouverte, mais elle est désormais chiffrée. Ces deltas peuvent-ils se maintenir sous pression ou se refermer avec le temps? Les critiques du tournant engagé avancent deux objections majeures, souvent présentées comme décisives. La première concerne l'investissement étranger. Selon cette lecture, la nationalisation partielle et la réécriture des contrats créeraient une incertitude juridique durable. Dans un secteur minier à forte intensité capitalistique, cette incertitude suffirait à détourner les multinationales, à réduire les flux d'investissement directs et à terme à fragiliser l'économie nationale. La crainte d'une fuite des capitaux devient ainsi l'argument central contre la reprise de contrôle. La seconde objection porte sur les capacités internes de l'État. Les opposants estiment que l'administration burkinabé ne disposerait pas des compétences techniques, juridiques et financières nécessaires pour gérer un secteur aussi complexe. Ils évoquent des risques de mauvaise allocation des ressources, de corruption et de politisation de la gestion. Dans cette perspective, la souveraineté économique serait moins un levier qu'un facteur potentiel de désorganisation, surtout dans un contexte sécuritaire déjà tendu. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux car ils pointent des fragilités réelles. Pourtant, la réponse avancée par les autorités s'appuie sur les données issues des réformes elles-mêmes. Premièrement, la baisse relative de certains investissements étrangers n'a pas empêché l'État d'afficher des recettes records, grâce à la récupération d'arriérés fiscaux et à une meilleure captation de la valeur produite. L'argument est que la dépendance exclusive au capital extérieur était structurellement coûteuse
et qu'une partie de cette perte peut être compensée par des ressources internes mieux mobilisées. Deuxièmement, la question des capacités est retournée par l'expérience des audits. Ceux-ci ont permis d'identifier des sous-déclarations et des pratiques contestables, montrant que l'administration était capable de diagnostiquer et de corriger des dysfonctionnements anciens. Les défenseurs du modèle soutiennent que la compétence se construit par l'exercice du contrôle, et non par sa délégation permanente à des acteurs extérieurs. Sous Ibrahim Traoré, la ligne officielle ne nie pas les risques, elle les intègre comme des coûts de transition. Le débat ne se résume plus à une opposition entre efficacité et souveraineté, mais entre deux conceptions du risque économique. L'une privilégie la stabilité immédiate, l'autre accepte l'incertitude pour redéfinir le rapport de force. La question demeure. Laquelle produira des effets durables ? À ce stade, le centre de gravité se déplace naturellement. Jusqu'ici, le débat se concentrait sur des chiffres nationaux, des contrats révisés et des audits techniques. À mi-parcours, un glissement s'opère. La réforme cesse d'être lue comme une exception locale et commence à être interprétée comme un signal régional. Ce déplacement n'est pas spectaculaire, mais il change l'échelle d'analyse. Ce qui était observé comme une expérience burkinabé devient un précédent potentiel. Sous Ibrahim Traoré, cette bascule est assumée comme une méthode exportable plutôt qu'un coût isolé. La nationalisation partielle, la récupération d'arriérés fiscaux et la stabilité de la production sont présentés comme un ensemble cohérent, reproductible dans des contextes comparables. Le message implicite est simple. La souveraineté économique peut s'organiser sans provoquer un effondrement immédiat, à condition de passer par la comptabilité avant la confrontation. Cette lecture modifie les réactions extérieures. Les partenaires internationaux ne scrutent plus seulement les résultats du Burkina Faso, mais la possibilité d'un effet d'entraînement. Dans le Sahel, où les structures minières et les dépendances économiques se ressemblent, le modèle est observé avec attention. Le Mali et le Niger sont souvent cités comme terrain d'écho, non par imitation automatique, mais par intérêt stratégique. À ce point précis, la question change de nature. Il ne s'agit plus seulement de savoir si la réforme fonctionne ici, mais si elle peut redessiner des rapports de force au-delà des frontières. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et symbolique. Les recettes issues de l'or, culminant à 18 milliards de dollars sur une année, sont présentées comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles renforcent la crédibilité des administrations et justifient une réorientation des priorités nationales. L'État se met en scène comme gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Cette posture accroît son autorité interne tout en augmentant l'exigence de résultats durables. Pour les entreprises, l'effet est plus contrasté. Les multinationales minières opèrent désormais dans un cadre plus contraignant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles du jeu. Certaines y voient une source d'incertitude persistante, d'autres une clarification tardive. En parallèle, des acteurs économiques locaux gagnent en visibilité. Des entreprises burkinabées et régionales, longtemps marginalisées, sont présentées comme partenaires potentiels. Il ne s'agit pas d'une exclusion du capital étranger, mais d'un rééquilibrage progressif entre contrôle étatique et rentabilité privée. Pour les citoyens, l'impact est moins immédiat, mais plus sensible sur le long terme. Les autorités lient explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et la hausse des recettes minières au financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme bénéficiaires prioritaires. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle sont associés à la création d'emplois et à une dynamisation locale. Ces effets restent inégaux et dépendants de la capacité de l'État à transformer des flux financiers en amélioration visible du quotidien. Pour la région, enfin, la portée dépasse le cadre économique. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs. Le Mali et le Niger observent cette expérience comme une option politique crédible. Cette dynamique nourrit à la fois une logique d'émulation et de tension. Si plusieurs pays suivent cette voie, les rapports avec les partenaires économiques traditionnels pourraient être redéfinis à l'échelle régionale. Sous Ibrahim Traoré,
Ces conséquences sont intégrées dans un récit cohérent. L'or n'est plus seulement une source de revenus, mais un levier de recomposition sociale et géopolitique. La question n'est plus abstraite, elle devient concrète. Ces effets différenciés peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres? Trois trajectoires plausibles se dessinent à l'horizon des 6 à 12 prochains mois, chacune reposant sur des conditions clairement identifiables plutôt que sur des promesses abstraites. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise. Si les réformes engagées se poursuivent sans accélération majeure ni recul politique, alors les recettes issues de l'or resteraient élevées sans nouvelle flambée spectaculaire. La production se maintiendrait à un niveau comparable à celui annoncé, et les mécanismes d'audit deviendraient une routine administrative. Les relations avec les investisseurs étrangers resteraient prudentes, parfois tendues, mais fonctionnelles. Dans ce cadre, la souveraineté économique s'installerait comme un nouvel équilibre, ni triomphal, ni déstabilisant. Dans un scénario optimiste, la méthode gagne en crédibilité et en extension. Si les chiffres annoncés sont confirmés dans la durée, et si la production continue de progresser sans rupture, alors le modèle pourrait entrer dans une phase de consolidation. Les revenus miniers renforceraient davantage le financement d'infrastructures et stimuleraient des investissements locaux et régionaux. La souveraineté deviendrait un argument d'attractivité plutôt qu'un facteur de méfiance. Dans cette hypothèse, l'effet d'entraînement régional pourrait s'amplifier. Dans un scénario pessimiste, les tensions prennent le dessus. Si les pressions géopolitiques s'intensifient ou si des mesures de rétorsion économique apparaissent, alors la réforme pourrait fragiliser l'économie plus qu'elle ne la protège. Une baisse des investissements et des contraintes logistiques pèsera sur la production. Les recettes exceptionnelles deviendraient difficiles à maintenir et la stratégie serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité du pays. Sous Ibrahim Traoré, ces scénarios ne servent pas à prédire l'avenir, mais à cadrer un choix stratégique. La recommandation centrale est intellectuelle. Penser en conditions, si les leviers internes tiennent, la trajectoire reste ouverte. S'ils cèdent, le coût de la souveraineté devient visible. À ce stade, les effets de la réforme cessent d'être abstraits et touchent des cercles sociaux distincts, chacun avec des attentes spécifiques et des marges de manœuvre inégales. Pour un premier groupe, celui des travailleurs des zones rurales liées à l'exploitation minière, l'enjeu principal reste l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État et la mise en avant d'exploitations de plus petite échelle sont présentés comme des opportunités nouvelles. Si ces initiatives se maintiennent, elles peuvent offrir des perspectives locales là où les grandes mines industrielles laissaient peu de retombées directes. Toutefois, ces bénéfices demeurent fragiles, dépendant de la continuité des financements publics et de la situation sécuritaire sur le terrain. Un second cercle concerne les entrepreneurs, les cadres du secteur public et les acteurs intermédiaires de l'économie. Pour eux, la réforme se traduit surtout par une transformation des règles du jeu, la généralisation des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient des pratiques anciennes. Certains perçoivent cette évolution comme une contrainte supplémentaire, d'autres comme une amélioration de la lisibilité. Dans cette perspective, la cohérence de l'action publique devient déterminante. Si les règles sont appliquées de manière stable et prévisible, la méfiance peut progressivement céder la place à une forme d'adaptation. Un troisième groupe, plus large, regroupe les citoyens urbains et une partie de la jeunesse. L'impact est ici davantage symbolique. Le discours sur la récupération des ressources et la souveraineté économique nourrit des attentes de justice et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics, le récit risque de perdre de sa force mobilisatrice. À l'échelle individuelle, les leviers d'action restent modestes. S'informer, suivre l'usage des recettes publiques et soutenir des initiatives locales sont présentés comme des gestes limités mais cumulables. La réforme ne demande pas une adhésion aveugle, mais une vigilance active. Pour que le tournant dépasse le stade du signal politique, une trajectoire opérationnelle est mise en avant, articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs observables. L'objectif
n'est pas d'accélérer, mais de rendre la réforme routinière. Pour commencer, il faut consolider le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et prévisibles avec des équipes dédiées et des calendriers publics. Il s'agit de vérifier en continu concessions, volumes et régimes fiscaux afin d'éviter le retour des sous-déclarations. Le critère de suivi est simple, des écarts détectés plus tôt et corrigés plus rapidement. Sous Ibrahim Traoré, cette étape conditionne la crédibilité de l'ensemble. Puis, il faut sécuriser l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être fléchées vers des postes précis, notamment santé, éducation et infrastructure. Cette phase repose sur des mécanismes de traçabilité budgétaire avec des rapports périodiques compréhensibles. La mesure de succès n'est pas le montant collecté, mais le lien vérifiable entre recettes minières et projets non financés. Ensuite, il devient essentiel de renforcer les capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe exige des compétences techniques, juridiques et financières stables. Le plan prévoit la formation d'agents publics et la continuité des équipes administratives. L'indicateur clé devient la réduction des ruptures institutionnelles et la montée en expertise locale. Dans le même mouvement, il s'agit d'élargir le cercle des partenaires sans renoncer au contrôle. L'État cherche à diversifier ses alliances en donnant plus de place aux acteurs locaux et régionaux afin de réduire la dépendance à un nombre limité de multinationales. Le suivi porte sur la diversité des partenariats, non sur leur volume brut. Enfin, la réforme doit s'inscrire dans la durée politique. Les règles doivent survivre aux pressions conjoncturelles pour devenir des normes administratives. Sous Ibrahim Traoré, la durabilité se mesure à la répétition des pratiques, pas à l'intensité du discours. La boucle se referme sur les mêmes lieux que ceux évoqués plus tôt. Des concessions longtemps perçues comme lointaines, presque abstraites et désormais chargées d'une valeur politique nouvelle. Ce sont ces dossiers d'audit, ces tableaux recomptés, ces chiffres corrigés qui forment le fil discret de la transformation. Rien de spectaculaire à première vue, mais une modification durable de la posture de l'État. Le motif central revient alors avec plus de netteté. La réforme n'a pas reposé sur un affrontement visible, mais sur une accumulation de gestes administratifs répétés. Il faut vérifier, comparer, puis rectifier. Sous Ibrahim Traoré, cette routine devient un symbole. Elle traduit l'idée que la souveraineté ne se décrète pas par un discours, mais se construit par des procédures capables de résister au temps. L'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, l'espoir d'un État qui reprend la main sur une ressource stratégique et tente de transformer une rente historique en levier collectif. De l'autre, la conscience que cette reprise reste fragile, exposée aux pressions extérieures, aux contraintes sécuritaires et aux limites internes. Rien n'est présenté comme irréversible, cette ambivalence donne sa force au récit. Les chiffres impressionnent, mais ils ne suffisent pas. Ils doivent s'inscrire dans des pratiques répétées, compréhensibles et observables par tous. C'est là que le tournant prend son sens. La phrase qui s'impose est courte, sans emphase, la souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Cette trajectoire n'appelle pas une adhésion immédiate, ni un rejet réflexe. Elle invite plutôt à une observation attentive. Le cas burkinabé ne se réduit ni à un succès éclatant, ni à un échec annoncé. Il pose une question plus large sur la manière dont les États riches en ressources tentent de reprendre la main sans rompre les équilibres dont ils dépendent encore. Au-delà des chiffres et des contrats, l'enjeu est celui de la cohérence dans le temps. Transparence réelle, usage des recettes, effet visible sur les services publics. Ce sont ces signaux concrets qui permettront de juger la solidité du modèle. Sans eux, la souveraineté reste un mot. Avec eux, elle devient une pratique discutable et perfectible. Sous Ibrahim Traoré, l'expérience burkinabé sert ainsi de miroir. Elle reflète des dilemmes partagés par de nombreux pays du Sahel et au-delà, confrontés à la même tension entre contrôle des ressources et insertion dans l'économie mondiale. Observer cette expérience, c'est accepter une part d'incertitude, mais aussi reconnaître sa valeur analytique. La discussion ne se ferme pas ici. Elle commence avec une interrogation ouverte adressée à chacun. Jusqu'où un État peut-il aller pour reprendre le contrôle de ses richesses sans perdre la stabilité qu'il cherche à préserver ?